Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. C'est l'heure de l'émission Mode d'emploi et comme chaque premier vendredi du mois, vous êtes avec les féministes révolutionnaires. On sera ensemble jusqu'à 21h30 ce soir. Et on a décidé de faire une émission sur le suivi gynécologique comme outil de contrôle et de normalisation des corps et du genre. Alors, on est très heureuse de se lancer dans cette grande émission qui risque d'être très riche et très intéressante. Moi, je m'appelle Vinora. Je suis accompagnée ce soir de Flo et de Nel du collectif féministe révolutionnaire à l'animation. Et nous avons le très grand plaisir d'accueillir nos invités Aurore, sociologue et membre du collectif également, et puis Louise, sage-femme et amie du collectif. Bonsoir. Bonsoir. Avant toute chose, on va juste présenter le collectif féministe révolutionnaire. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un collectif créé en 2016 suite aux mobilisations contre la loi travail. Nous formons un espace de formation et de lutte où on articule féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser les rapports sociaux de domination. On pense que ces rapports de domination sont systémiques et structurels et que notre lutte doit donc prendre en compte toutes ces facettes et s'attaquer à ces structures. C'est pour cette raison qu'on se définit comme révolutionnaire. On publie un journal, on organise des moments d'échange et de formation. C'est pas vrai, on ne publie plus un journal, pardon, c'est un peu daté ce texte de présentation. Aujourd'hui, on a un blog sur Mediapart. Voilà, mais on a publié un journal par le passé. On organise des moments d'échange et de formation intercollectifs mais aussi publics. On participe à de nombreuses manifestations. On soutient toutes les luttes des travailleurs et des travailleuses et plus largement toutes les luttes qui participent à construire une société plus juste. Donc ce soir, nous sommes avec Louise et Aurore. On va donc discuter avec nos invités du suivi gynécologique comme outil de contrôle et de normalisation. Ce que toi, Aurore, tu appelles la norme gynécologique. Donc dans ton livre du même nom, La norme gynécologique, ce que la médecine fait au corps des femmes, paru en 2022 aux éditions Amsterdam. Donc Aurore, tu es sociologue, tu as fait une thèse sur cette norme gynécologique, et d'où le livre dont on a parlé juste avant. Mais tu as aussi écrit un autre livre qui s'appelle La Révolution féministe, aussi aux éditions Amsterdam en 2019, et qu'on vous recommande également. Tu es aussi enseignante à l'université Paris 1. Et toi, Louise, tu es sage-femme et tu as aussi fait de la sociologie avant de devenir sage-femme. Ton mémoire de fin d'études portait sur la grossophobie que subissent les patientes dans le cadre obstétrical. Tu exerces maintenant à Poitiers. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être Aurore et Louise, qu'on vous donne un peu la parole ou... Qu'on est très contente d'être ici ce soir. Ouais, merci de nous inviter. Trop cool. En guise d'introduction, du coup, je vais lire la 4e de couverture de ton livre, Aurore, pour recontextualiser un petit peu le sujet. Donc, parmi les spécialités traitant de la santé des femmes, la gynécologie occupe une place à part. Elle ne porte pas sur un moment particulier de la vie corporelle comme la maladie, la grossesse ou l'accouchement, mais consiste à suivre les patientes sans raison médicale apparente, de la puberté jusqu'à la mort. Elle repose donc sur l'idée que les femmes nécessitent un suivi spécifique et régulier en matière de prévention et de contraception. Ainsi se manifeste la norme gynécologique, d'autant plus puissante qu'elle est invisible. Donc avant juste de rentrer dans le vif du sujet, on tenait quand même à prévenir les auditeuristes que certains passages de l'émission allaient traiter de violences physiques, verbales et psychologiques. Quelques témoignages de consultation vont être entendus et lus. Donc nous vous invitons à vous préserver si ce sont des sujets difficiles pour vous. Alors, du coup, pour commencer l'émission, on va commencer juste avec ce mot-clé de suivi gynécologique. En fait, de quoi on parle et juste avant de dire ça, je voulais aussi préciser qu'on va utiliser le mot femme tout au long de l'émission pour parler des patientes de la gynécologie. Mais en fait, on voulait préciser bien sûr que derrière ce mot, en fait, il y a
plus de personnes que des femmes cis, il y a aussi des personnes trans et non binaires. Et donc on va par simplicité utiliser le mot femme, mais on pense bien au fait qu'il n'y a pas que des femmes qui sont les patientes du suivi gynécologique. Du coup, pour parler de suivi gynéco, est-ce que Louise, toi qui es sage-femme, tu peux nous dire rapidement, en fait, qu'est-ce que c'est qui les praticiens qui font le suivi gynéco, mais aussi c'est quoi les étapes et c'est quoi l'intérêt, enfin c'est quoi les objectifs du suivi gynéco? Ok. Qui peut faire le suivi gynéco? C'est les gynécologues, les sages-femmes et les médecins généralistes. Il y a une petite spécialité qu'ils peuvent faire qui leur permet de faire ce suivi-là. C'est un peu différent quand c'est les gynécologues parce qu'il y a plus une dimension sur la pathologie. Tandis que les médecins généralistes et les sages-femmes, on est plutôt sur le physiologique, donc sur les petits problèmes bénins. Du coup, le suivi gynécologique, il y a une nuance entre le suivi et la simple consultation. Le suivi va s'inscrire dans le temps, donc il y a une logique temporelle qui est à prendre en compte. Les 4 principaux objectifs du suivi, c'est l'écoute, l'information, la prévention et le dépistage. Donc le dépistage, on pense d'abord au frottis et à la palpation mammaire qui sont aussi à la mammographie, les trucs un peu basiques, le frottis contre le papillomavirus. Donc là, on est dans une logique de dépistage, dépister de façon précoce les cancers. Après, ça, c'est l'aspect purement médical du dépistage, mais il y a aussi l'aspect de dépistage des violences, qui est un point sur lequel on est aussi formé à repérer les violences et à rediriger les personnes concernées. Il y a un volet aussi psychosocial, bien sûr, qu'on peut prendre en compte, enfin, juste en redirigeant les patientes et les personnes concernées vers d'autres professionnels plus compétents que nous dans les domaines. Dans le domaine de la prévention, ça va être la prévention sur les infections sexuellement transmissibles, la prévention des grossesses non désirées, mais il y a aussi un volet sur la prévention, notamment sur le consentement, parce qu'il y a une première consultation qui s'appelle la consultation de contraception et de prévention. Et moi, personnellement, j'utilise beaucoup cette première consultation. C'est la première consultation de gynécologie d'une patiente. Donc, elle est cotée spécifiquement. Donc, on a plus de temps consacré à cette personne-là. Et souvent, moi, j'en profite du coup pour vraiment réfléchir avec la personne concernée sur le consentement, et je trouve que c'est très précieux. C'est aussi un temps d'information. En fait, c'est nécessaire l'information pour prendre des décisions éclairées. Et enfin, c'est un temps d'écoute assez logiquement, donc on répond à une demande qui émane de quelqu'un. Voilà. Super, merci de nous avoir déjà posé un peu le décor de ce dont on va parler aujourd'hui. Une fois que du coup on a posé un peu le cadre, la définition du suivi gynécologique, donc à partir de ce suivi, est-ce qu'on peut parler de normes et qu'est-ce qui la caractérise, Aurore? Oui, alors peut-être pour revenir un peu sur le contexte de quand j'ai fait ma thèse, donc entre 2015 et 2021, je pense que c'est important de situer aussi chronologiquement parce que les pratiques évoluent très vite dans le domaine de la gynécologie, mais du coup, on était dans un contexte qui était un peu spécifique et dans lequel je pense on est toujours de quand même remise en question de la gynécologie. Remise en question en partie de ses moyens suite à la crise de la pilule à l'hiver 2012-2013, suite à une plainte qui a été portée par une patiente qui a fait un AVC qu'elle attribuait à sa pilule, et donc elle a porté plainte contre le laboratoire pharmaceutique Bayer, ce qui a créé tout un questionnement sur les pilules de 3e et 4e génération, et plus globalement ce qui a eu pour effet de remettre en cause, mais je pense qu'on en reparlera, ce que la sociologue Alexandra Roux appelle le pilulocentrisme à la française, c'est-à-dire le fait qu'on a une contraception française qui est beaucoup centrée autour de la pilule. Mais progressivement, ça a aussi entraîné une remise en question plus globale finalement de la prise d'hormones. Et donc ça, les hormones, c'est au centre de la pratique des moyens de la gynécologie. Donc il y a eu une forme de remise en question de la gynécologie dans ses moyens, mais il y a eu aussi une remise en question de la gynécologie dans ses pratiques, dans ses méthodes. Cette fois-ci, dans un contexte qui est un contexte post-MeToo, qui vient interroger la question des violences
dans tous les espaces sociaux et de fait, l'espace gynécologique et obstétrical n'a pas été épargné et a été remis en question autour de la notion de violence obstétricale et gynécologique, les VOG. Pourquoi est-ce que je fais ce petit détour ? Parce que dans ces débats-là autour de la gynécologie, moi j'ai eu l'impression, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai fait ma recherche, qu'il y avait un peu une grande absence qui permettait de comprendre aussi tous ces questionnements-là, et c'est précisément la norme gynécologique, soit la norme qui enjoint aux femmes à consulter un ou une professionnelle de santé pour le suivi gynécologique, lui-même centré sur 2 volets. Alors, on a vu qu'il y en avait plus de 2, mais en tout cas, moi, ceux que j'ai beaucoup discuté, c'était 2 volets, la contraception et la prévention. Mais je pense qu'on reviendra là-dessus par la suite. Et en fait, je pense que ces débats sont quand même des remises en question en filigrane de cette norme. Alors, petit trigger, quand je parle de normes, j'utilise un terme qui est courant dans la sociologie, qui sert à décrire en fait des lois sociales qui régissent notre vivre en commun, qui sont parfois conscientes, parfois inconscientes, qui sont parfois régies par la loi, par le droit et parfois pas du tout. Donc il ne s'agit pas d'un jugement de valeur. Pourquoi je le précise ? Parce que pour les professionnels de santé qui j'espère nous écoutent, il n'y a pas l'idée ici de dire que la norme gynécologique, elle est forcément mal en soi, ou bien en soi d'ailleurs, mais juste qu'elle existe. Et c'était ça le but de mes recherches, c'était de la visibiliser et de l'interroger. Pourquoi ? Parce qu'elle a, et je terminerai là, 4 caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans les autres spécialités médicales. On peut retrouver certaines, mais pas toutes ensemble, comme dans le cas de la gynécologie. La première caractéristique, c'est que c'est une norme qui est genrée, puisque l'équivalent pour les hommes, l'andrologie, n'existe pas du tout dans les mêmes proportions, alors même que les enjeux de contraception et de prévention concernent également les hommes. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le suivi gynécologique entraîne une médicalisation du corps sain. Il va s'agir globalement de prendre en charge un corps qui n'a pas de pathologie. Donc ça, c'est quand même une spécificité qu'on peut interroger. Troisième caractéristique, elle implique une temporalité spécifique qu'en fait on désigne par le terme de suivi d'ailleurs qu'on utilise depuis le début de l'émission, qui est un suivi idéalement annuel, donc régulier, et qui a lieu tout au long de la vie, de la puberté ou en tout cas l'entrée dans la sexualité et la contraception jusqu'à la mort. Et puis, dernière caractéristique, c'est que cette norme, elle touche une part importante de la population. Alors, on manque en partie de chiffres, mais Mireille Le Guen a travaillé sur les données de l'enquête Fécond, qui commence à remonter un peu dans les années 2010, mais toujours est-il qu'à ce moment-là, 90% des femmes interrogées avaient un gynécologue ou un médecin qui les suivait habituellement pour la contraception ou pour toute autre raison gynécologique, et 53% d'entre elles avaient eu une consultation il y a moins de 6 mois, ce qui montre l'ampleur du suivi et aussi son aspect resserré. Merci beaucoup pour cette première définition de la norme gynécologique. Et du coup, pour alterner un peu entre cette approche théorique et des vécus de patientes, on a récolté des témoignages autour de nous, donc socialement situés, puisque c'est vraiment des gens de notre entourage. Et on vous propose de commencer par en écouter un premier qui introduit un peu quelques expériences de comment peut être une consultation gynéco et ce qui peut s'y passer, par exemple. Et ça va arriver très vite. 19 ans, je suis allée pour la première fois consulter une gynécologue toute seule. Et donc, je suis entrée dans un planning familial à Lyon. Ma coloc m'avait parlé du stérilet en cuivre. Et moi, je voulais ça parce que j'en avais marre de prendre des hormones. Et donc, j'ai débarqué toute seule et j'ai demandé le stérilet en cuivre. Et la gynécologue, qui était, dans mon souvenir, assez âgée, m'a tout de suite un peu disputée sur cette demande. Et elle a commencé par me dire que les stérilets, c'était vraiment pour des femmes qui avaient accouché. Et donc,
elle a commencé à me poser plein de questions sur ma sexualité, sur le nombre de partenaires que j'avais eu, ce qui n'avait pas lieu d'être dans cette discussion-là, mais naïvement, je lui ai répondu le nombre de personnes approximatives avec qui j'avais couché à cet âge-là, et c'était pas un chiffre, on va dire, j'en sais rien si c'était un chiffre élevé ou pas, mais en tout cas, elle s'est permise d'avoir un avis là-dessus. Et elle m'a dit, ah bah oui, puisque vous changez souvent de partenaire, on va quand même vous mettre la pilule. Je sais pas, j'ai jamais compris en quoi c'était un prétexte pour me donner une contraception plutôt qu'une autre. En tout cas, c'était elle qui a décidé pour moi. Je suis entrée dans ce bureau avec une demande claire en tête et je suis sortie avec une ordonnance pour la pilule qui m'avait été imposée. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs fois. On n'a jamais avorté. L'avortement n'est pas une méthode de contraception. De manière un peu, tu sais, comme une maîtresse d'école. Interdit de jouer. L'avortement n'est pas une méthode de contraception. Et je leur disais, mais j'ai jamais pris l'avortement comme une méthode de contraception. Je me suis jamais dit, tiens, c'est ma méthode de contraception. Mais pour autant, pourquoi tu me dis ça, quoi? Enfin, est-ce que c'est parce que l'avortement c'est plus cher que la pilule? Et est-ce que c'est une question de dépenses de santé publique? Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut en parler sans prendre les femmes pour des connes, en disant en fait, vous vous rendez compte que ça, c'est des interventions très onéreuses. Et c'est vrai que c'est mieux de prendre la pilule, c'est onéreux, ça peut être plus impactant pour le corps parce que ça peut faire mal. Dans ce cas, on en parle, mais on ne dit pas je trouve que vraiment le fait de dire des grandes vérités comme ça, l'avortement n'est pas une méthode de contraception, c'est très infantilisant parce que, ok, parlons-en, pourquoi? Moi, je pense que c'est pas parce que c'est plus cher, je pense que c'est aussi parce que il y a une espèce de sous-jacent un peu pro-life. Et ça, je trouve que c'est un peu grave, quoi, de nous mettre des responsabilités comme ça entre les mains, pour reprendre ce que j'imagine puisse être leur paradigme, de se dire en fait on te culpabilise pour un avortement et donc dans ces têtes de pro-life la mort ou la non-vie d'un enfant que t'as pas eu encore, parce que c'est juste que tu te protèges mal, mais pour l'instant t'es pas enceinte. Donc franchement je trouve que c'est très pernicieux. Du coup, après l'écoute de ces deux extraits, donc on a vu par rapport à l'injonction de la pilule, est-ce qu'il y a du coup d'autres injonctions et d'autres apprentissages portés par cette norme gynécologique? Alors, il y en aurait beaucoup. Moi, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est notamment sur le fait que la norme gynécologique elle-même, elle repose sur deux autres normes qui, du coup, vont venir structurer la consultation gynécologique. D'un côté, la norme préventive qui implique qu'on doit se faire dépister quand on a un comportement à risque ou quand on fait partie d'une population qui est perçue comme à risque. En l'occurrence, la catégorie femme est en partie perçue comme à risque. Donc norme préventive d'un côté, sur laquelle je pense on reviendra plus tard. Et là, ce qui me venait surtout en écoutant les extraits, c'est la norme contraceptive qui implique qu'il faut se contracepter si on ne veut pas avoir d'enfant. Et entre ces deux normes, c'est vrai que la norme contraceptive, elle est particulièrement forte dans le cadre de la consultation gynécologique et que lorsqu'on fait des observations en fait de consultation gynécologique régulière, on se rend compte qu'une grande partie du temps est en fait consacrée pas uniquement à présenter les différents moyens contraceptifs, pas uniquement à les prescrire, mais aussi tout simplement à vérifier la bonne prise contraceptive. En début de contraception, notamment, il y a des prescriptions qui sont relativement courtes, par exemple de pilules qui sont délivrées pour s'assurer que la patiente, elle va revenir bientôt. Pour vérifier aussi la première prise de sang, hein. Il y a aussi des raisons, de santé. Il ne s'agit pas de les minimiser, mais il y a un enjeu à vérifier que la patiente va bien prendre la contraception. Par la suite, on a un
temps aussi assez important est dédié à que faire en cas d'oubli, un certain nombre de recommandations qui en soi, encore une fois, ne posent pas problème. Mais c'est vrai que j'ai constaté que de fait, en grande partie, le fait qu'il y avait un suivi resserré, parfois tous les 3 mois en tout début, puis tous les 6 mois, mais en tout cas au moins tous les 1 an, reposait beaucoup, en tout cas au moment où j'ai fait mes observations, sur cette idée qu'il fallait veiller à la bonne prise contraceptive. Et d'où venait cette inquiétude à propos de la bonne prise contraceptive? C'est en grande partie parce que du coup, dans mon travail, j'ai aussi travaillé sur des documents historiques, un héritage du moment de la légalisation de la contraception en lui-même, où en fait, l'accord social qui a été trouvé au moment de la légalisation de la contraception et puis de l'avortement, c'était de se dire que finalement, on allait légaliser d'abord la contraception, mais les médecins seraient les garants du bon usage de cette contraception. Et du coup, l'accord s'est fait à ce moment-là sur la médicalisation de la contraception. Et de l'autre côté, dans un deuxième temps, au moment de la légalisation de l'avortement, là aussi, on a accepté globalement sa légalisation, mais à condition que la contraception soit en quelque sorte la garante qu'on n'allait pas recourir trop à l'avortement. Il y a eu vraiment une construction de la contraception contre l'avortement et en opposition. Oui, je voulais juste rebondir sur le premier aspect. En fait, je trouve ça super intéressant et tout ce que tu dis. Simplement, je voulais rebondir sur la perspective du coup juste d'une soignante par rapport à la consultation post-pilule et la consultation annuelle de suivi de la contraception. Moi, j'y vois aussi juste parce que Aurore disait que c'était une manière de surveiller que les personnes prennent bien leur contraception et qu'elles reviennent et qu'elles vont continuer à être suivies. Et du coup, elle voyait ça un peu sous cet angle-là, une manière de les vérifier, de les surveiller. Et du coup, toi, tu dis à l'inverse. Je dis pas à l'inverse, je viens juste compléter en fait avec une autre perspective. C'est la perspective aussi. On est conscient que rares sont les contraceptions sans effet secondaire et que du coup, c'est important de pouvoir être au clair, de suivre la patiente et être avec elle pour si jamais elle doit faire face à des effets secondaires, notamment des effets sur la santé mentale qui peuvent se dégrader et avant que la personne elle puisse identifier que c'est forcément la pilule ou des choses comme ça. Ça peut être aussi un outil dans l'autre sens. Mais j'abonde aussi dans ton sens. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, carrément. Et du coup, t'étais en train de... Ah oui, je parle pas assez proche du micro. T'étais en train de nous parler justement de cette norme contraceptive comme préventive de l'IVG. Et d'ailleurs, c'est ce qui était aussi dans l'extrait de la personne qui racontait que on dit l'avortement n'est pas une contraception comme c'est un des éléments qui montre qu'il faut à tout prix éviter l'avortement et que c'est la pire, pas la pire des choses, mais un petit peu, et qu'il faut du coup tout faire pour qu'il n'arrive pas. Et tu disais beaucoup ça aussi, je trouve, dans ton livre, cette vision-là préventive en gynécologie, plus qu'ailleurs, de prévenir des choses et en particulier prévenir du coup des avortements par l'injonction à la contraception régulière et rigoureuse. Je sais pas si... Ouais. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est que pour la gynécologie qu'il y a cette importance de la logique préventive. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se développe au sein de la médecine contemporaine et qui est en lien avec ces évolutions et le fait que, notamment, on n'a pas de traitement miracle concernant les cancers et qu'il y a eu, du coup, de plus en plus, au contraire, un accent qui est mis sur la prévention, ce qui est bien sûr tout à fait positif par ailleurs et nul ne saurait le nier ici. Mais la difficulté, c'est que dans le même temps, cette logique préventive, elle peut avoir des effets négatifs. Et notamment, là, dans ce cas précis, l'obsession de la prévention des avortements, ça provoque, un suivi qui est peut-être parfois inutilement trop resserré. Ça ne veut pas dire qu'il doit être espacé à tout prix, mais que voilà, quand c'est inutile, on peut l'espacer en partie. Et puis cette mise en opposition effectivement de contraception et avortement, qui à mon avis n'a pas vraiment de sens. Et puis juste pour ajouter, dans
un point de vue un peu plus personnel, mais dans mon propre cas et dans le cas de beaucoup de personnes que je connais qui ont avorté, on est souvent sous contraception au moment où on doit avorter. En fait, c'est souvent des dysfonctionnements de contraception qui donnent lieu à une grossesse non désirée, potentiellement. Et pour abonder dans ce sens, je crois que le chiffre du nombre d'avortements, il est à peu près constant. Hein. Il n'y a pas de grande variation du tout dans le temps. On est vraiment sur un chiffre vraiment stable par rapport à la population, donc ça vient aussi... Très intéressant ça. Tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est d'ailleurs dans les archives, lorsqu'on voit les médecins qui discutaient dans les années 60 et 70, ils avaient cette image que l'avortement allait naturellement, magiquement disparaître avec la contraception légalisée et généralisée. Et en fait, force est de constater que non. C'est clair. En tout cas, on a vu un peu là jusqu'à maintenant qu'il existe une norme gynécologique qui repose elle-même sur 2 normes et 2 dimensions, la dimension de la norme contraceptive et de la norme préventive. Mais du coup, on pourrait se demander aussi qu'est-ce qui permet l'existence de ces normes-là, quelles sont les structures aussi le partage de rôle entre médecins et patientes qui permettent cette norme-là d'exister. Alors, en termes de structure, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'agents et de structures qui permettent à la norme gynécologique d'exister. Bon, d'abord, il y a l'existence même des professionnels de santé qui promeuvent cette norme, qui est en lien avec leur propre profession et du coup, qui historiquement l'ont de fait promue. Mais ça, c'est le volet plus historique que je laisserai peut-être de côté pour ce soir. Il y a aussi le rôle important en réalité de la famille et dans cette famille en particulier des mères qui elles-mêmes ont été socialisées à la norme gynécologique et qui en retour socialisent leurs filles au respect de cette norme, notamment parce que les femmes dans les familles sont beaucoup chargées de faire respecter les différentes normes par leurs enfants. Donc les mères jouent un rôle assez important et en général en fait les femmes de l'entourage. C'est quand même une norme qui est genrée à tous les niveaux. Mais les médecins aussi, en général, jouent ce rôle de rappel de l'importance de la norme, que ce soit les médecins généralistes ou les gynécologues elles-mêmes. Alors je dis au féminin parce que c'est une profession qui est extrêmement féminisée, qui rappelle l'importance d'effectuer le suivi sur le temps long, etc., etc. Et puis, il y a l'existence aussi d'instances de rattrapage que j'ai appelées ainsi dans le livre, et en particulier l'hôpital comme instance de rattrapage majeure. Lorsqu'on va à l'hôpital, pour d'autres raisons que pour le suivi gynécologique, et qu'on est une femme, on peut se voir rappeler la norme gynécologique. C'est le cas, par exemple, si on va aux urgences gynécologiques. C'est le cas tout particulièrement au moment de la grossesse, qui est un moment de socialisation importante à la norme gynécologique. Et inversement, c'est ce qu'on disait en préparation de l'émission, si tu veux le dire, Louise, sur l'antigenre. Oui, c'est juste en préparant l'émission, du coup, on se disait que sans doute le suivi de grossesse, le suivi gynécologique était l'antichambre du suivi obstétrical, donc le suivi qu'on aura pendant la grossesse, comme si ça nous préparait un peu à ce suivi très régulier, très intense et aussi très intrusif, parce que dans le suivi de grossesse, il peut y avoir des gestes assez intrusifs. Et du coup, comme si on nous socialise d'emblée à ça pour arriver à ce niveau-là. Mais peut-être tant qu'on est sur la question de la socialisation, ça va nous permettre d'aller un peu sur le prochain sujet qu'on voulait aborder, qui était du coup donc pour commencer à aller sur le terrain de la question des violences dans les pratiques gynécologiques. On voulait te faire parler, Aurore, de la socialisation à la douleur qui se passe dans le cadre du suivi gynécologique. Ouais. Oui, alors ça, c'était un point que j'avais pas du tout anticipé forcément, mais en fait, la question de la douleur, c'est une question qui est importante dans la consultation gynécologique, tout simplement parce que certains actes gynécologiques peuvent parfois être douloureux. Ça veut pas dire qu'ils le sont systématiquement, mais en entretien ou même en observation, j'ai pu constater que parfois, la pose du spéculum, le toucher vaginal ou la pose de l'implant pouvaient être douloureux. Ou par ailleurs, certains actes
actes sont pratiquement systématiquement évoqués comme douloureux par les patientes. Donc cette fois-ci de façon plus certaine. Par exemple, la pose du stérilet, la mammographie ou l'IVG médicamenteuse. Et ça ressort aussi dans les entretiens par le fait que les patientes insistent beaucoup inversement sur la nécessaire douceur des praticiens ou des praticiennes spécialistes de la gynécologie, justement parce que la douleur est présente dans la consultation gynécologique et à l'inverse est promue cette douceur qui est moins une douceur qu'une absence de douleur. Et du coup, inversement, les professionnels de santé ont à faire avec cette douleur-là et pour pouvoir effectuer leur travail, eh bien, doivent de toute façon, d'une certaine manière, de leur position, contenir cette douleur avec différentes possibilités, soit essayer de l'apaiser verbalement dans le meilleur des cas, mais aussi parfois en la minimisant ou en la niant. Et ça, du coup, ça fait que, d'une certaine manière, il devient difficile en consultation, avec le temps, de pouvoir exprimer une douleur qui soit reconnue comme telle, en tout cas dans certains cas, précisément parce que il y a ce travail des émotions qui est effectué par les professionnels de santé pour faire accepter la douleur comme une part constitutive de la consultation gynécologique. Ouais. Tu veux dire un truc, Louise? Oui, ça me fait rebondir sur... moi, j'étais assez surprise dans ma formation. Souvent, on nous disait de pas prévenir tant que ça les patientes du fait qu'un geste allait être douloureux, dans l'hypothèse où il ne serait pas douloureux. Parce qu'en fait, chaque personne est très différente, le ressenti est subjectif. Et donc, dans l'idée, c'était un peu de se dire, pour pas qu'elle ait peur et pour pas qu'elle se tende inutilement, parce que quand on est tendu, la douleur est ressentie de façon plus intense, on va pas dire que ce geste fait mal. Et je me souviens que moi, je suis toujours j'arrive pas trop à me positionner par rapport à ça, parce que je trouve ça très gênant de pas prévenir quelqu'un que potentiellement un geste peut être douloureux. Donc du coup, moi, je suis plutôt du côté de dire que le geste va être douloureux potentiellement. Mais c'est vrai que ça génère de l'angoisse et l'angoisse augmente la douleur et c'est, je trouve, un positionnement très difficile à avoir. Et je trouve que le fait de cacher la douleur, c'est notamment sur la pince il y a une pince qui est utilisée au moment de la pose du stérilet et ça, c'est tout un sujet de ou pas dire si cette pince on l'utilise, montrer ou pas la pince aux patientes. Et je trouve que c'est assez intéressant de se questionner là-dessus. Et juste avant de passer à la suite, ça me faisait penser aussi à la gestion, la question de la gestion de la douleur. Parfois, en fait, les professionnels de santé, dans le cadre de leur métier, n'ont pas forcément aussi le temps, parce que les cadences, que ce soit à l'hôpital ou même en cabinet, ils ont des conditions de travail qui font que parfois, c'est pas possible pour eux de pouvoir apaiser les patientes. Ils n'ont pas forcément le temps avec ces fameuses cadences à l'hôpital qui les obligent à travailler de plus en plus vite. Et en fait, ça contribue aussi à créer cette normalisation de la douleur. On n'a pas le temps de la gérer. Elle est là et c'est comme ça, quoi. Ouais. Oui, pour rebondir, j'ai l'impression qu'il y a un peu une socialisation aussi des soignants à la douleur. Ah ouais. On est exposé, souvent dans la formation, nous, en tout cas les sages-femmes, on va beaucoup voir d'accouchements, donc c'est quand même des niveaux de douleur très intenses. Et à côté, du coup, on va s'habituer petit à petit, parce qu'au début, les premiers accouchements, c'est des moments très très intenses pour nous toutes, les étudiantes. Et petit à petit, on va s'habituer à être confronté à cette douleur-là, et on va petit à petit se blinder un petit peu avec le temps, trouver le juste niveau pour nous. Et du coup, quand on passe ensuite en consultation gynéco, on est sur des seuils de douleur beaucoup plus bas, ce qui nous fait relativiser, mais de façon injuste, complètement injuste. Mais je pense que du coup, on a ce seuil-là. Et simplement pour dire aussi sur l'hôpital, tout à fait, je pense qu'aussi, on est formé à l'hôpital principalement, et à l'hôpital, on a vraiment très peu de temps, malheureusement, pour s'occuper comme on voudrait de la douleur des personnes, des soignés. Quand on a récolté des témoignages autour de nous, ça c'était très clair. Et d'ailleurs, je pense qu'on a toutes et tous 1000 exemples en tête d'amis qui nous ont raconté des consultations gynéco qui se passent mal et qui sont douloureuses. Pour ça, on voulait quand même vous faire écouter quelques témoignages. Bon, alors du coup, avec encore une fois un trigger warning donc on va vous faire écouter des témoignages qui parlent de cette douleur et cette présence de la douleur dans les consultations gynéco. Donc si vous nous écoutez à la radio, vous êtes libre de éteindre et rallumer dans 5 minutes quand ce sera fini. et on va écouter les deux témoignages, l'un à la suite de l'autre, dans le même fichier. Ma première visite chez la gynéco, ça a malheureusement été un événement assez marquant. Pour le contexte, j'avais 18 ans.
J'y allais parce que j'avais un problème du type mes règles avaient une couleur chelou, enfin rien qui nécessitait un examen très poussé. À ce moment-là, ma vie sexuelle n'avait pas commencé. De mémoire, je venais tout juste de finir ma puberté. Et donc je vais chez cette gynéco et je sais pas pourquoi, mais elle décide de me faire un check-up. Du coup, je me retrouve toute nue sur le fauteuil là et elle sort un spéculum. Bon, là, vous vous doutez, elle me demande pas mon avis. Je peux même pas garantir, en fait, qu'elle m'ait prévenue quand elle l'a inséré. Et moi, en fait, ça me fait super mal. Genre, vraiment, c'est pas la petite gêne en mode inconfort. Vraiment, j'ai extrêmement mal. Je le lui dis, elle continue d'enfoncer son truc et moi, je me retrouve, mais cabrée de douleur, là, sur son fauteuil d'examen. Et là, elle me balance... Oui, bah forcément. Si vous n'êtes pas détendu, ça fait mal. Hein. Donc là, moi, j'ai 18 ans. Je connais rien à mon corps. Je connais rien à ma sexualité. Et j'ai une professionnelle de santé qui me dit que si j'ai mal quand on me pénètre, ben c'est de ma faute. Et même si ça fait quelque temps que tu t'intéresses au féminisme, au consentement, que tu sais qu'elle n'avait pas le droit de faire ça et pas le droit de dire ça non plus, tu peux pas t'empêcher de te dire que si t'as mal... c'est parce qu'il y a quelque chose que tu fais pas bien, que tu sais pas gérer tes émotions, et surtout que tu as une part de responsabilité, en fait, dans cette douleur. Pour l'anecdote, pour vous donner une idée de la violence que c'était pour moi, il faut savoir qu'après ce rendez-vous, j'ai eu mal quand je marchais pendant quelques jours, quoi. Et cette idée de responsabilité dans la douleur que je ressentais, elle m'a suivi pendant, en fait, assez longtemps. J'ai eu une sexualité compliquée, douloureuse, et surtout je me culpabilisais énormément pour cette douleur. Je me disais que je me créais des problèmes, que j'étais une chochotte. Et puis 4 ans après ce rendez-vous, en fait, j'ai appris que je faisais du vaginisme. Et que du coup, que ça avait jamais été de ma faute. Et ensuite, on a passé à la procédure pour enlever les stérilés. Déjà, il m'a dit d'enlever mes habits. J'ai dû aussi enlever le haut, ce que j'ai pas compris parce que il n'y avait pas forcément besoin. Et j'étais totalement nue, mes jambes sur les trucs là de la chaise gynécologique bizarre, quoi. Et je me sentais très exposée déjà, pas à l'aise parce qu'il n'était pas très sympa. Et après, il a commencé à me toucher sans rien me dire. Il a mis les spéculums. Et il me parlait peu, mais il me parlait quand même. Et à un moment, il m'a dit... il me demandait si j'avais peur. Et je lui ai dit que oui, que j'avais un peu peur. Et il m'a dit, t'inquiète, ça va aller. Ça fait pas tellement mal, tu vas voir. Il m'a dit, fais comme si t'éternuais. Et quand j'ai fait ça, il a littéralement arraché les trucs de mon corps sans me prévenir. Et du coup, la douleur est venue, bien sûr, à cet instant-là. J'ai pas compris en fait qu'il l'avait déjà enlevé, mais j'étais hyper violentée par l'effet de ne même pas me raconter ce qu'il était en train de faire. Et du coup, j'ai ouvert très grand les yeux parce que ça m'a fait super mal et je lui ai regardé et il était là avec les stérilés dans la main, tu vois, super fier. Et il était là en mode, c'est déjà passé, tu vois, ça t'a pas fait tellement mal. Et moi, en vrai, ça a fait beaucoup moins mal que quand ils l'ont inséré, c'est vrai, mais j'étais hyper violentée parce qu'en fait, il m'a rien... Genre, je sais pas, il avait juste accès à mon corps comme si c'était une chose qui était posée là. Waouh, c'était intense. Je me suis rhabillée et je suis partie de là en me disant il a vraiment rien compris. Et moi, j'ai essayé un peu de trouver l'espace pour parler, mais c'était lui qui parlait, quoi. Et c'était lui qui tenait les discours et qui les projetait sur mon corps comme il avait envie. Du coup, on voit qu'avec ce témoignage, la consultation gynécologique, ça peut vraiment créer de la douleur physique et des traumatismes chez les patientes. Maintenant, on va plutôt se concentrer sur les violences symboliques.
notamment par rapport à la grossophobie. Louise, tu disais que que c'était le sujet de ton mémoire. Qu'est-ce que toi, tu as pu observer dans ta pratique? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Oui, déjà la chose qui saute le plus aux yeux, c'est la responsabilisation des patientes. On considère d'emblée, le personnel soignant globalement, il y a un peu cette idée qu'elles seraient responsables de leur poids, alors qu'en fait aujourd'hui on le sait très bien, il y a plein d'études, c'est complètement multifactoriel. Il y a plein de choses qui sont pas du tout dépendantes de l'individu, même la majorité, si on fait la liste, c'est une très longue liste avec peu de choses qui sont, même quasiment pas, quoi. Donc, cette responsabilisation, elle justifie ensuite une forme de violence, parce que comme la personne est responsable de son poids, on a le droit, du coup, de lui en mettre un peu plus, quoi. Parce que il y a une réalité physique, c'est que c'est plus contraignant dans la prise en charge. Parfois, le poids crée des contraintes particulières pour les soignants. Et tu parles de quoi quand tu dis ça? Est-ce que je peux donner un exemple? Parce que j'ai l'impression qu'on s'imagine pas forcément. Peut-être les échographies, par exemple. Oui, les échographies, par exemple, c'est plus difficile lors d'une échographie de grossesse ou une échographie pelvienne de voir à travers les tissus. Ça, c'est un exemple. Ou parfois, juste un spéculum, ça peut être un peu plus compliqué. C'est juste des choses très, très basiques, mais qui fait qu'en fait, du coup, comme le soignant se dit que c'est la responsabilité de la personne, il va lui faire payer. C'est ce que j'ai pu observer parfois. Mais de mon point de vue d'étudiante, voilà. Et ça, c'est très violent, en fait, pour les personnes concernées. C'est très dur à vivre. Et cette culpabilisation, elle peut aller assez loin. Dans mon mémoire, j'ai eu des témoignages de femmes qui venaient pour une fausse couche, par exemple, et on leur dit que c'est à cause de leur poids. C'est très violent. Déjà, l'annonce d'une fausse couche, c'est très violent. En consultation d'urgence, c'est difficile. Mais en plus, si on vous rend coupable de votre fausse couche, c'est très violent. Ouais. J'ai aussi une autre patiente, c'était la semaine dernière. Donc voilà, on a mis 4 ans à lui diagnostiquer un fibrome qui faisait plus de 3 kilos. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle allait en consulte, elle se plaignait, elle disait oui, mais j'ai gonflé du ventre. Et tout le monde disait, mais regardez votre IMC, il faut que vous maigrissiez. C'est ce qu'elle me disait. J'étais pas là en consultation, mais c'est ce qu'elle a vécu et on était très marqués. Et du coup, elle a plus consulté pendant des années. Et donc, le fibrome, parce qu'elle avait peur en fait qu'on lui renvoie son poids. Et du coup, c'est quand même important, un fibrome de 3-4 kilos. Et je pense que ça n'aurait jamais eu lieu sur une patiente, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, normopondérée, quoi. Merci pour ces petits exemples, ça donne envie d'en parler plus, parce que je sais que tu as observé tout un tas de choses et tout un tas d'engrenages qui permettent cette grossophobie médicale. Et sur un peu un autre sujet, dans les violences pas uniquement physiques, mais entre autres, et la façon dont elles sont inégalement subies par les personnes selon tout un tas de critères qui sont un peu les mêmes que dans la société, et du coup selon aussi des groupes plus qui subissent plus ces violences. Il y a notamment bien sûr des violences racistes. Est-ce que d'ailleurs il y a le syndrome méditerranéen qui est un truc inventé par les soignants, dont peut-être on peut parler un petit peu, ou alors d'autres récits de violences racistes. Je ne sais pas si Louise t'en a observé à l'hôpital. Oui, hélas. Le syndrome méditerranéen, du coup, c'est un nom scientifique qui est donné à soi-disant le fait que les femmes qui seraient originaires du pourtour méditerranéen, donc ça c'est juste un jugement, en 2 secondes, le soignant qui va faire un jugement physique sur la personne, et du coup va supposer qu'elle va montrer sa douleur plus qu'un autre patient, et la conséquence de ça, c'est que du coup on va se dire en fait là elle surjoue sa douleur, donc son vrai niveau de douleur il est en dessous, et du coup ça peut se traduire parfois on peut mettre faciès discordant, donc c'est à dire que si la personne nous évalue sa douleur à un tel niveau, on va dire non, parce que son visage n'est pas au niveau de ce qu'elle dit. Donc sur le compte rendu vous corrigez son auto-évaluation de la douleur. Ça peut arriver. Okay. Ça peut arriver qu'on mette faciès discordant. Après c'est aussi parce que c'est très subjectif, donc nous on essaye de se rattacher, donc ça peut se justifier par ici, mais en tout cas sur des situations où clairement c'est juste parce qu'on suppose qu'elle surjoue, alors qu'en fait qui on est pour le dire, quoi. Et bien sûr c'est pas du tout, c'est dingue, je trouve, ce truc de prendre moins au sérieux la souffrance des femmes noires et racisées, et en fait bien sûr ça fait écho à notre passé colonial et esclavagiste. Je trouve ça dingue que ça existe encore aujourd'hui, ce fait de moins prendre en compte, en justifiant par des arguments complètement inventés que la violence n'a pas la même valeur selon sur qui elle est faite. Oui, c'est extrêmement violent. Il y a une chercheuse, Priscille Sauvegrain, qui a pas mal travaillé là-dessus, et du coup, je vous invite à aller lire ses travaux.
On va bientôt écouter une musique, mais je ne sais pas si Aurore, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on écoute. Un tout petit point pour aller dans le même sens. Moi, ce que j'ai constaté sur mon terrain, c'était que très souvent, les professionnels de santé anticipaient que les patientes de classe populaire et racisée allaient moins s'impliquer dans la consultation et moins pouvoir comprendre, en fait, et communiquer avec les professionnels de santé, soit à cause de la barrière de la langue, soit ce qui mettait en avant, c'était des barrières culturelles. J'ai par ailleurs parlé dans mon livre du problème du culturalisme comme une autre forme de racisme, par ailleurs, en essentialisant les cultures des personnes présupposées. Mais bref, ce que j'ai constaté, c'est que très souvent, en réalité, c'était parce que les professionnels de santé anticipaient un défaut de communication que du coup, ils et elles communiquaient moins ou simplifiaient en fait les données qu'il et elle présentait, par exemple sur la contraception, qui était présentée beaucoup plus sommairement, beaucoup plus schématiquement et beaucoup plus rapidement, ce qui entraînait dans un deuxième temps une moindre implication effectivement des patientes parce qu'il y avait moins de communication et qu'elles avaient moins de place dans la consultation. Donc vraiment dans une sorte de prophétie autoréalisatrice où ce qu'anticipaient les médecins advenait du fait qu'ils l'avaient anticipé. Mais juste pour préciser, et après on enchaîne avec la musique, que par ailleurs les patientes n'étaient pas uniquement démunies. Enfin, c'est important, nous en sociologie, on essaie toujours de montrer que par ailleurs elles conservent et on conserve tous et toutes, même dans des situations qui peuvent être parfois dramatiques, et bien toujours quand même des marges de manœuvre. Et notamment dans certains cas, certaines patientes utilisaient cette communication minimale pour parfois tout simplement refuser certains actes ou certaines contraceptions. Et en fait, en communiquant peu, il n'y avait plus de place possible à l'argumentation médicale et ça faisait qu'en définitive, elles arrivaient paradoxalement à imposer leur choix. Peut-être qu'on va faire une petite aération avec 45 secondes de musique. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Alors, merci pour cette petite aération. Et pour reprendre, on va continuer avec la question de quels sont les effets de ce suivi gynécologique et de cette norme gynécologique. Donc il y a différents effets positifs, négatifs, et en dehors de le fait qu'ils sont positifs ou négatifs, juste ils existent. Donc déjà, oui, pardon, je m'embrouille. Donc avant d'écouter un extrait qu'on écoutera plus tard, je voulais d'abord te poser cette question, Aurore. Toi, c'est quoi les effets plutôt positifs que tu as observés ? Oui, c'est important de souligner que, encore une fois, une norme, ça n'a pas que des aspects négatifs, parce que peut-être on peut donner l'impression d'être assez critique, mais en même temps, c'est important de souligner tous les aspects positifs qu'il y a aussi avec la norme gynécologique, ne serait-ce que le fait que la consultation gynécologique, ça demeure une ressource pour les patientes, déjà en termes d'information sur la contraception, l'avortement, la grossesse, la sexualité, etc., etc., et puis tout simplement en termes d'accès à la contraception et à l'avortement notamment. Et puis il y a l'autre volet qu'on a un peu déjà précisé en filigrane, c'est que bien sûr une instance qui met en son cœur la prévention et le dépistage, ça permet concrètement d'éviter ou de dépister des IST, des cancers ou des maladies gynécologiques. Et pour toutes ces raisons, bien sûr que le fait d'avoir accès tout simplement à la consultation gynécologique est un acquis. Et dans un terrain que j'ai réalisé notamment en Seine-Saint-Denis, beaucoup de patientes avec qui j'ai réalisé des entretiens soulignaient que pour elles, c'était vraiment une ressource très importante et qu'elles y étaient attachées. Mmh.
C'est hyper intéressant. Et on va d'ailleurs pour un autre aspect qui est apporté par ces consultations gynécologiques, on va écouter un témoignage qui en parle très bien. Moi, j'avais un peu des a priori, je m'attendais un peu au pire, quoi. En y allant, j'étais déjà préparée à, je sais pas, recevoir des gestes un peu brusques ou pas hyper... je sais pas forcément dans le consentement, quoi. Je pense par un peu les témoignages que j'avais entendus avant. Même si j'avais veillé à choisir un cabinet qui, a priori, était safe. Et en fait, je suis tombée sur une femme d'une 50aine d'années et qui était hyper douce et qui, justement, me demandait mon consentement à chaque instant, m'expliquait vraiment en détail tout ce qu'elle allait faire, alors que c'était des vérifications, je sais plus exactement lesquelles, mais... Et j'ai été hyper surprise de ça. Et en fait, elle a été tellement douce et prévenante et tout ça que vraiment, ça m'a fait ressentir une émotion hyper intense. Enfin, j'avais vraiment envie de pleurer, quoi. J'avais une boule dans la gorge et je savais pas trop l'expliquer, mais le fait qu'on prenne soin de moi sur cet aspect-là, ça m'a trop chamboulée et j'étais trop reconnaissante en sortant, quoi. Et je pense que oui, ça m'a rappelé des choses qui, à l'inverse, ont été violentes sur ce plan-là, quoi. Et j'étais hyper reconnaissante que cette fois-ci, on m'écoute. Et cette gynéco, est-ce qu'elle t'a posé la question de si t'avais déjà vécu des violences et comment c'était cette discussion ? Je pense qu'il y a eu une série de questions d'abord liées à des, des opérations, enfin des trucs vraiment médicaux. Et elle m'a demandé d'une manière hyper douce... Est-ce que tu veux me dire si t'as vécu des viols, agressions, etc. Et j'ai dit oui. Et j'ai juste dit oui, j'ai rien dit de plus. Et je crois que c'est à ce moment-là, en fait, que j'avais trop envie de pleurer. Parce que je sais pas si on m'avait déjà posé la question comme ça, quoi. Enfin, quand j'en parlais, ça venait de moi. Ouais, ça venait toujours de moi et je l'expliquais comme je voulais. On m'avait jamais demandé frontalement « Est-ce que t'as déjà vécu ça ?» Et le fait, je pense que ce soit une personne un peu du corps médical, je sais pas, qu'on place un peu haut, quoi. Un peu les grands sages et tout. Enfin, le fait de dire que oui, j'en avais vécu à une personne soignante, quoi. Ça a un peu officialisé un truc aussi à ce moment-là, peut-être, ouais. Je voulais du coup rebondir sur ce témoignage parce que effectivement la consultation c'est vraiment un moment privilégié pour rebondir, pour questionner les patientes sur leur vécu et les traumatismes passés. Et parfois vraiment lors d'une consultation, quand on peut se permettre de prendre le temps, on peut vraiment être une personne vraiment cruciale dans le processus pour l'individu. Par exemple, récemment, il y avait une patiente, c'était la première fois qu'elle me parlait de l'inceste, qu'elle parlait à quelqu'un de l'inceste qu'elle avait subi toute son enfance. Et du coup, elle n'en avait jamais parlé à personne. Et c'est grâce au fait qu'il y a eu cette consultation que je lui ai posé cette question, qu'elle a pu en parler. Et je pense que c'est vraiment, vraiment central. Un deuxième point, c'était par rapport au fait que tu disais que ça permet aussi de dépister des choses, notamment, je pense notamment sur par exemple une autre patiente qui était venue pour renouvellement de pilule, donc quelque chose d'assez basique, et finalement on se retrouve à parler de ces douleurs menstruelles qui perdurent en fait sous la pilule et qu'elle avait banalisé parce que trop peut-être socialisé à une certaine forme de norme. De banalisation de la douleur chez les femmes. Et elle me disait, mais non, mais c'est normal, oui, j'ai un peu mal. Et puis je la questionne, et en fait, je me rends compte qu'elle a vraiment très très mal et que sans doute elle a de l'endométriose et que du coup, il faut faire la recherche et tout ça. Enfin, moi, je peux pas le diagnostiquer, mais en tout cas, je peux prescrire les examens pour la rechercher. Et du coup, c'est vraiment central aussi pour ça. Oui, et moi, ce que je voulais apporter aussi un peu en contrepoint de toute cette analyse qu'on fait sur la norme gynécologique depuis tout à l'heure, dans ses aspects, on va dire, peut-être plus négatifs. Tout à l'heure, quand on préparait l'émission, je me suis dit que, en fait, un des problèmes aussi avec la norme gynécologique, finalement, c'est qu'il y a l'écart entre la gynécologie et la façon de pratiquer le reste de la médecine. Et c'est surtout cet écart-là qui fait mal, qui isole les personnes concernées par la gynécologie. Et du coup, qu'est-ce qui se passerait aussi ? Peut-être qu'il y aurait un argument de dire qu'il faudrait plutôt gynécologiser le reste de la médecine, d'une certaine façon.
préserver certaines pratiques et comme on nomme là avec la proximité, le ressources, la prévention et tout. C'est des pratiques qui pourraient s'élargir au reste de la médecine et ce serait une bonne chose. Et c'est plutôt le fait que ce soit si réservé aux personnes concernées par la gynécologie qui est plus problématique qu'autre chose. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais voilà, on le nomme souvent quand on parle de contraception masculine, par exemple, ou je pense plein d'autres cancers qui devraient être dépistés de la même façon qu'on fait pour les cancers des seins et du col de l'utérus. Voilà. Alors nous, on voulait peut-être passer donc à la partie suivante, qui sera la partie finale, du coup, parce que l'heure tourne. Est-ce qu'on parle un petit peu des effets négatifs du suivi gynécologique ? Moi, j'ai l'impression qu'on a pu, du coup, en relever pas mal et que ce serait pas mal, avec le temps qui nous reste, de pouvoir juste s'échanger quelques clés d'émancipation. De cette norme et puis aussi des recommandations pour aller plus loin dans le sujet de la gynécologie. Carrément. Et bien, en tout cas, juste pour dire très rapidement, il va de soi avec les témoignages qu'on a vu qu'il y a des effets très traumatisants potentiellement de ce rapport dans les suivis gynécologiques. Et si vous voulez en savoir plus, parce qu'Aurore en fait une très bonne analyse, il faudra lire son livre. Du coup, face à tout ça, quelles seraient les pistes, de comment est-ce qu'on peut continuer à la fois ne pas déserter le suivi gynécologique et continuer à prendre soin de notre santé, tout en gardant le contrôle ou gardant en tout cas l'autonomie sur ça. Est-ce que vous avez des suggestions ? En 3 minutes, ça va être dur, mais je pense que il faut avancer sur les deux jambes, comme tu disais en fait dans ta question en fait. D'un côté, je pense qu'on doit favoriser au maximum l'autonomie. Moi, je trouve qu'il faut donner accès à la fois au savoir et à la fois aux pratiques au maximum aux patientes elles-mêmes. C'est vraiment le mot d'ordre, notre corps nous-mêmes. Donc ça veut dire faire des formations à la médecine dès le lycée, par exemple. Moi, je trouve ça aberrant que ce soit pas déjà le cas, alors que la médecine de prévention, elle est de plus en plus forte et que de fait, pour pouvoir faire une bonne médecine préventive où on demande aux patients et aux patientes d'être un peu des sentinelles de leur propre corps, il faudrait encore qu'ils et elles aient des notions médicales, ce qui permet de se réapproprier ces savoirs. Mais y compris certaines pratiques. Par exemple, on pourrait imaginer un accès aux hormones qui soit plus simple qu'à l'heure actuelle. Évidemment, il faudrait le réfléchir avec les professionnels de santé pour continuer à protéger la santé et voir dans quelle mesure ça pourrait être fait. Mais à l'heure actuelle, les hormones sont très dures d'accès, que ce soit pour la contraception ou par ailleurs pour d'autres motifs comme les transitions ou n'importe quelle autre raison. Donc ça, à mon avis, ça devrait il faudrait qu'on avance sur ce volet-là que j'appellerais le volet un peu démédicalisation et autonomie. Mais je pense qu'effectivement, ça ne veut pas dire qu'il faut déserter l'autre volet. Parce que bien sûr, on ne va pas tous et toutes devenir médecins. Peut-être dans la société communiste, on sera vraiment des hommes et femmes totales qui pourront être médecins et d'autres choses dans la journée, mais dans cette société-là, ça semble difficile. Et du coup, on doit aussi avoir le mot d'ordre d'une meilleure médecine. Donc ça veut dire des formations des professionnels de santé, le respect de la notion de consentement libre et éclairé instauré par la loi, et puis évidemment, et on l'a dit en filigrane, davantage de moyens pour la santé, parce que tout ça, c'est possible que si on a l'argent pour. Oui, et je me permets de faire du coup une petite insert sur ça en tant que féministe révolutionnaire, évidemment. Pour avoir plus de moyens pour l'hôpital public, il faudrait aussi sortir du système capitaliste. Très bonne piste à mettre en application très prochainement pour notre suivi gynéco. Moi, j'ai juste une petite... j'aimerais en tout cas vous encourager, celles et ceux qui nous écoutent, à poser vos limites en consultation. Je pense vraiment que c'est super central en fait de s'autoriser à dire non, c'est pas OK, ou se dire aussi c'est la première consultation, je ne vous connais pas, on ne fait pas d'examen de mon corps, vous me touchez pas. Et moi, du coup, c'est ce que j'impose du coup dans l'autre sens. Je leur propose pas d'examen gynéco le première consulte, mais en tout cas, on peut le demander et c'est tout à fait OK et ce sera tout à fait compris si la première consulte on dit on se fait juste connaissance, ça permet de se sentir en confiance et ensuite de mieux poser ses limites quand il y aura des actes qui seront faits. Et c'est bon à savoir ça parce que c'est vrai que
pense qu'en tant que patient, on est dans une position, je sais pas, un peu d'autorité, enfin sous l'autorité, dans laquelle on a l'impression qu'on fait chier si on pose des questions, qu'on doit aller le plus vite possible, bien collaborer. Enfin, moi, j'ai beaucoup ressenti ça dans mes expériences, pas gynéco, mais à l'hôpital. Cette injonction enfin, moi-même, en tout cas, le fait de perdre mes moyens devant les médecins et de pas oser fixer mes limites ou juste exprimer ce que j'en pense. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un peu une lutte et un truc qu'on doit se rentrer en tête, en fait, de oser poser les questions et même si on a du mal, même si on a l'impression de les faire chier, s'imposer ça. Et d'ailleurs, juste pour dire ça aussi, moi, une autre technique que j'ai développée et que je trouve très utile, que je vous encourage à utiliser, c'est celle de dire qu'on a subi des violences sexuelles et que pour cette raison, on est et un peu presque s'apitoyer, on est démesurément sensible. C'est juste moi, c'est pas vous, c'est moi qui suis bizarre. Mais du coup, utiliser un peu ça et pour demander plus de précautions, en fait, finalement, ça marche. Mais du coup, on en revient à la question des choix politiques, en fait, parce que du coup, qu'est-ce qui fait que toi, en consultation, tu te sens pas bien et tu te sens pressurisé? C'est parce que le médecin, il a lui-même la pression parce qu'ils sont pas assez nombreux. Et c'est pourquoi? Parce que c'est des choix politiques qui ont été pris. Et voilà, le système de santé est précieux. Alors, ça va être le mot de fin, malheureusement. On est triste de devoir mettre fin à cette discussion, mais ça nous donne envie de revenir pour une deuxième volet, alors stay tuned. Donc, juste quelques recommandations à nos auditeuristes pour aller plus loin. On vous conseille donc La norme gynécologique, le livre de Aurore, aux éditions Amsterdam. Également son livre La révolution féministe, qui pose, trop bien. Oui, qui est super, qui pose les bases historiques et théoriques dont nous sommes les héritières avec notre collectif, le féministe révolutionnaire, donc également aux éditions Amsterdam. Il y a aussi le livre Notre corps nous-mêmes, qui est un grand manuel des années 70, publié aux États-Unis, de manuel de médecine, fait par des femmes pour des corps assignés femmes. Et qui vient de ressortir dans une réédition française en 2020 à la maison Hors d'atteinte. On vous conseille également un super site qui s'appelle Gyn & Co, qui est un annuaire en ligne de praticiens féministes et qui sont répertoriés géographiquement partout en France. Et il y a des mots-clés comme plein de mots-clés utiles, poil friendly, PMA, couple lesbien, etc. C'est un super site de ressources sur le sujet. Et moi, je voulais aussi vous recommander d'écouter l'épisode d'un podcast à soi, Arte Radio, de Charlotte Bien-Aimée, le gynécologue et la sorcière, qui traite aussi du coup de la gynécologie et plus particulièrement des violences qui peuvent être perpétrées lors des consultations. Donc ça peut être aussi un autre éclairage sur le sujet. Louise et Aurore, du coup, est-ce que vous auriez éventuellement des ouvrages ou de n'importe quel genre à nous recommander sur le sujet? Quelque chose dont on n'a pas pu trop parler par manque de temps, c'est le travail qu'a fait le MLAC dans les années 70, notamment de lutte pour obtenir la légalisation de l'avortement, mais aussi pour développer une réappropriation par les femmes elles-mêmes de leur corps et des pratiques et des savoirs médicaux et gynécologiques. Et du coup, je pense que c'est très utile de regarder le documentaire Regarde, elle a les yeux grands ouverts, qui revient sur le MLAC d'Aix-en-Provence, qui était un MLAC incroyable, où les personnes vivaient en communauté et pratiquaient elles-mêmes des avortements et des accouchements à domicile. Et le documentaire se termine sur une scène d'accouchement. Bon, il faut le savoir, du coup, trigger warning, parce que c'est quand même marquant, mais c'est une scène qui est juste incroyable. Et puis l'ambiance de l'époque était dingue, et on le ressent tellement fortement en voyant ce documentaire, ça vaut vraiment le coup. Bien. Je n'ai pas vu, moi. Merci. Du coup, on se retrouve en manif le 14 décembre pour la Journée internationale des personnes migrantes, appelée par la Marche des Solidarités. Le rendez-vous, c'est place de Clichy à 14h. On revient sur les ondes le 3 janvier avec une émission sur l'antispécisme, de quoi nous faire digérer après nos repas de fête. Et notez bien, le 25 et le 26 janvier, il y aura des événements féministes contre l'extrême droite partout en France, et notamment à Paris, on en organisera. On organisera un meeting le 25 janvier. Bon,
allez, peu importe pour les dates précises que vous allez peut-être noter ou peut-être pas. D'ici là, prenez soin de vous. Oui, alors un très grand merci à nos invités d'être là ce soir. Merci à nos camarades à la technique. Si vous voulez rejoindre le collectif, n'hésitez pas, on est toujours en train de recruter. Vous pouvez nous écrire un message sur notre page Insta ou nous envoyer un mail à contact@feministrevolutionnaire.org. Et vous pouvez aussi retrouver toutes nos analyses politiques, l'actualité de nos luttes sur la page Instagram, effectivement, et aussi sur notre site internet féministes-révolutionnaires au pluriel et tout attaché.org. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous et on n'oublie pas. Tant qu'il le faudra. Féministes et révolutionnaires.